Bien, bonjour à tout le monde. On va commencer. Alors, vous avez peut-être aperçu le programme pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Donc, on commence le deuxième semestre aujourd'hui avec des conférences jusqu'au mois de mai et peut-être même au mois de juin. Et au mois de juin, il est possible qu'on ait une conférence, puisqu'elle n'était pas annoncée là, je vous en parle un peu, une conférence de nouveau avec nos collègues philosophes. On avait une fois une conférence philosophie physique qui avait été vraiment très intéressante, et donc ils nous ont proposé d'intervenir de nouveau avec bien sûr une invitée qui fera le lien entre la philosophie et la science. Donc peut-être à venir au mois de juin, on en discutera. Aujourd'hui, donc on reçoit un chercheur de l'université de Rennes 1. Il s'agit de Tanguy Le Borgne, qui a fait des études à l'École des Mines de Nancy. Ensuite, elle a fait une thèse à Rennes. Puis il est parti en postdoctorat à Montpellier, en Espagne. Et puis il a été recruté comme physicien du Corps national des astronomes et physiciens, à l'Institut de géosciences à Rennes. Et en particulier, Tanguy a reçu très récemment un financement européen ERC, Consolidator Grant. Donc c'est un financement qui permet d'avancer, d'avoir des moyens d'avancer dans un domaine qui est jugé stratégique et important. Et donc c'est sur ce thème-là qui vient nous faire une conférence sur ses travaux de recherche et son programme en particulier en lien avec ce financement, qui s'appelle donc le mélange des fluides circulant dans les sols et les roches est-il chaotique. Voilà ce qu'il nous propose comme conférence aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler de ce qu'on étudie, des systèmes naturels. Donc, je suis à l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes et on étudie les systèmes hydrologiques avec notamment des études qui s'intéressent aux circulations d'eau souterraine. La motivation pour ça, c'est que ça compose vraiment une majorité de l'eau sous forme liquide sur Terre et une grande partie de l'eau qu'on utilise, soit pour la consommation, pour l'irrigation, et dépendante directement des eaux souterraines. Et comme vous voyez ici sur ce dessin, on a un lien direct entre l'eau qui s'écoule dans les rivières et les eaux souterraines. C'est pour ça qu'on a, en été, malgré le fait qu'il ne pleut pas, on a encore de l'eau. Donc, l'étude des eaux souterraines, c'est en lien avec tout le cycle hydrologique sur Terre. C'est un peu, on pourrait appeler ça la phase cachée du cycle hydrologique. On ne le voit pas, mais ça contient l'essentiel du volume d'eau. Et donc, j'ai choisi ce titre-là, le mélange des fluides circulant dans les sols et les roches est-il chaotique? Alors, c'est en référence à un article qui a été publié en 2013 dans la revue Physical Review Letters, qui suggère l'émergence de mélanges chaotiques dans les milieux poreux, et aussi, plus généralement, avec la question, est-ce qu'on est capable de faire des prédictions dans des milieux tels que vous voyez ici, avec une très forte hétérogénéité des circulations, et une grande méconnaissance du milieu, parce qu'on est capable, on peut le sonder qu'avec quelques points où on peut faire des mesures, les forages, et le reste, ça reste une grande inconnue. Donc, on peut sérieusement se poser la question, est-ce qu'on est capable de faire des prédictions, au moins en termes d'ordre de grandeur, sur les concentrations en soluté qui sont transportées par ces eaux-là, la distribution des temps de résidence, etc. Donc, je vais en parler de différents aspects. Voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle le mélange des fluides? Pourquoi on s'y intéresse? Je vais montrer quelques exemples où c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et donc, l'aspect mélange, en fait, par ces différentes applications, a reçu récemment, au cours des 10 ou 5 dernières années, une attention vraiment accrue de la communauté scientifique. Donc, une des motivations pour ça, c'est des applications sur des injections de fluides en profondeur, telles qu'on peut avoir pour la séquestration du CO2, par exemple. Vous en avez peut-être entendu parler.
c'est considéré sérieusement comme un des moyens pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est capturer le CO2 et de le séquestrer en profondeur, par exemple dans les anciens réservoirs de pétrole qui ont pu garder du gaz ou du pétrole pendant très longtemps et qui pourront éventuellement garder du CO2. Et quand on injecte des fluides tels que du CO2, bon là il est sous forme supercritique en général à ces profondeurs-là, on parle de 1 ou 2 km de profondeur, il se dissout donc dans l'eau qui est résidente. C'est de l'eau qui est en général qui a séjourné là depuis, qui a un très long temps de résidence et qui est chargée en différents minéraux. Ceci crée un déséquilibre. Bon, là, on voit un déséquilibre densitaire déjà, parce que le CO2 dissous est plus lourd que les deux éléments et donc tend à descendre. Dans cette simulation numérique, on voit aussi que ça crée une transformation des réactions chimiques. Donc ici, il s'agit d'une dissolution de la roche. Et donc, on a l'idée qu'en injectant des fluides en profondeur, on crée des déséquilibres chimiques et on entraîne des réactions telles que la dissolution, ça peut être la précipitation aussi, qui vont fortement modifier les conditions de réservoir et éventuellement changer leurs propriétés de stockage de fluides. Donc ça, ces recherches-là ont vraiment focalisé énormément d'attention, aussi dans la communauté physique d'ailleurs. Une autre application qui est importante, qui se développe pas mal, notamment en alternative aux énergies nucléaires, suite aux accidents récents, c'est la géothermie. Et donc en géothermie, ce qui est fait en général, c'est d'injecter un fluide qui va se réchauffer au contact de la roche en profitant du gradient géothermique. Et on pompe un fluide plus chaud dont ensuite on peut extraire la chaleur, etc. Donc ça se fait à différentes échelles. Ça peut être à des échelles kilométriques, mais aussi juste à des dizaines ou des centaines de mètres pour alimenter un bâtiment. Donc c'est une filière qui se développe pas mal et qui est confrontée à des problèmes de colmatage des ouvrages. Qui sont liés au fait que quand on injecte un fluide, un peu comme dans ce cas-là, ça crée des modifications. Donc, si ce fluide contient un peu d'oxygène, ça va créer des réactions de type redox, oxydoréduction, et entraîner des colmatages qui peuvent être notamment biologiques, donc des bactéries qui se développent, qui créent un biofilm et qui bloquent le système. Donc, c'est un problème qui est tel que Antea, qui est une entreprise assez bien présente en France et dans le monde dans ce domaine-là, a financé une thèse CIFRE dans notre laboratoire pour étudier ces problèmes. Pour eux, ça représente environ 30% de leurs ouvrages en géothermie peu profonde, donc à 100 mètres de profondeur, sont affectés par ce type de problème. Et donc là, on a un couplage entre les circulations de fluides et le mélange des différents fluides, donc le fluide qu'on injecte et le fluide résident, et des réactions chimiques qui vont, ici, dans ce cas-là, colmater les ouvrages. Donc, comme je l'ai dit, on a aussi, j'ai parlé de dissolution, on peut aussi avoir de la précipitation quand on mélange deux fluides. Ici, il s'agit d'une expérience réalisée par une équipe à Bruxelles qui montre en fait une injection d'un fluide dans une cellule de LE chaud, donc c'est une cellule en 2D. On injecte au milieu et les deux fluides ici vont réagir pour donner un précipité. Et ici, ils ont montré qu'en fonction des concentrations respectives de fluides injectés et de fluides résidents, on a différentes structures de précipitation très variées qui se développent. Et là aussi, on voit donc l'importance du couplage entre la circulation de fluides, les différentes concentrations et leur mélange. Donc ici, vous avez c'est la même série d'expériences, mais avec des réactifs différents. Donc, ça s'appelle Chemical Garden, qui crée des structures encore plus spectaculaires, et où là, on voit par exemple des champignons qui se développent, qui sont dus à donc, une première précipitation qui a eu lieu,
Et comme l'écoulement continue à forcer sur le précipité, à un moment donné, il y a une rupture et ça crée derrière des champignons comme ça. Donc, on a en fait un couplage dans les deux sens. Hein. Les circulations créent du mélange et des réactions, et les réactions peuvent modifier les circulations. Donc, on a ici un cas, voilà. Et donc, pour compléter un peu cette vue d'ensemble sur les applications de ce que je vais discuter par la suite, on a aussi beaucoup d'activités sur la remédiation des aquifères contaminés. Bon, je pense que tout le monde connaît bien le cas de Fukushima. Vous avez ici une carte qui montre des prélèvements dans le sol aux alentours de la centrale, et on voit donc on a une forte contamination qui est rémanente et qui va sans doute perdurer pour très longtemps dans la partie souterraine. Et on a, et notamment avec des contaminations qui continuent encore actuellement vers l'océan. Donc ici, on avait une carte de radioactivité qui était juste après l'explosion dans l'océan, mais ça continue à être relargué du fait que les circulations d'eau souterraine, ça représente les réservoirs souterrains, c'est un gros volume qui s'écoule lentement et donc qui entraîne des temps de réponse des systèmes très longs. Donc on a ici actuellement beaucoup d'activités de remédiation qui vont consister souvent à injecter un fluide qui va par exemple faire précipiter les éléments qui sont radioactifs pour au moins les maintenir en place et essayer ensuite de les enlever. Donc, on peut aussi avoir des activités de remédiation qui essayent de stimuler les communautés bactériennes qui sont en place pour les faire traiter les éléments qui sont nocifs en éléments moins nocifs. Voilà. Un autre exemple ici, c'est sur l'île de Majorque. On a un site expérimental là-bas qu'on étudie. Et notamment, on a des processus qui se passent dans la zone de mélange entre l'eau douce qui est dans l'île et l'eau salée qui vient de la mer. Donc on a une forte intrusion d'eau salée ici qui est due au fait que l'eau douce est exploitée, notamment en été, surexploitée. Donc on a ici vous avez les concentrations, enfin les conductivités qui montrent l'intrusion d'eau salée au sud de l'île. Et ici, si on regarde un forage avec la conductivité en fonction de la profondeur, donc ici on a l'eau salée, la zone de mélange et l'eau douce. Donc on a une zone de mélange qui fait quand même une vingtaine de mètres et dans lequel on a des variations de pH et différentes concentrations qui varient énormément dans cette zone de mélange. Et c'est aussi une zone où on a préférentiellement de la dissolution, de la précipitation. Donc il y a des karstes par exemple qui se développent dans ces zones-là. Donc on voit que les zones de mélange d'eau différentes sont des lieux préférentiels de réactions chimiques. Voilà. Un autre exemple pour terminer ici en Bretagne, c'est un site qu'on étudie beaucoup à Pleumeur, dans le sud de la Bretagne, dans lequel on a vu se développer un biofilm. Donc c'est ce qui est représenté ici, qu'on va voir dans cette caméra qui descend dans le forage. Et vous voyez, donc ça fait à peu près 16 cm de diamètre. Vous voyez donc ces grosses structures de biofilm qui se développent dans ce forage, avec une distribution qui est localisée entre 60 mètres et 0 mètre. Et on a beaucoup moins de biofilm en bas. Donc vous voyez ici ces grosses structures. Quand on continue à descendre, on va voir qu'on a beaucoup moins de biofilm, sauf aux alentours de quelques fractures. Ici encore un petit peu. Et là, ici, on voit la roche à nu, c'est du micaschiste. Donc, on a une thèse actuellement, c'est la thèse d'Olivier Bochet qui travaille là-dessus, avec la question pourquoi le biofilm est localisé ici. Et l'hypothèse qu'on a fait, c'est que on a, donc ici, c'est un forage artésien. Vous voyez une image du forage qui déborde en permanence. Hein. On a de l'eau sous pression qui arrive en profondeur, qui est très chargée en fer. C'est de l'eau qui a peut-être circulé pendant une centaine d'années dans le milieu souterrain, qui est très chargée en éléments dissous. Elle remonte ici parce qu'elle est sous pression. Et ici, on a détecté qu'une des arrivées d'eau a un tout petit peu d'oxygène
dont on soupçonne que le mélange de cet oxygène avec l'eau plus profonde et chargée en minéraux crée des conditions favorables pour le développement des bactéries via des réactions de type oxydoréduction. On a une oxydation du fer ici qui permet aux bactéries de se développer. Et donc là aussi, dans cet exemple-là, on voit que c'est le mélange de fluides différents qui crée la réaction. Voilà, ici, il s'agit d'une réaction qu'on suppose d'oxydoréduction de ce type-là, et où le fer 2 dissous qui vient de la profondeur se mélange avec un petit peu d'oxygène pour créer la réaction et le biofilm. Donc c'est ce type de micro-organismes qu'on observe, c'est des gallionella qui créent ces structures hélicoïdales, donc via de l'oxydation microbienne. Voilà, donc pour cette introduction, le message, c'est que on s'est rendu compte depuis quelques années que c'était assez critique de savoir prédire comment se mélangent des fluides et comment ça influence des réactions chimiques importantes dans diverses applications. Et alors la grosse difficulté, comme je le disais en introduction, pour essayer de faire des prédictions dans ces milieux-là, on essaye de dire bon, quelle va être la dissolution du milieu, quelle va être la précipitation, la masse précipitée, etc. C'est qu'on a affaire à des milieux qui sont extrêmement hétérogènes. Vous avez ici des données de perméabilité dans différents types de roches. Et on voit que ça varie ici entre 10-12 et 100, donc ça fait 14 ordres de grandeur. C'est un des paramètres physiques les plus variables qu'on peut mesurer en fait. Et donc on doit gérer le fait qu'on a des milieux très hétérogènes pour essayer de faire des prédictions quantitatives. Est-ce que c'est possible? Bon, c'est un peu la question qui est sous-jacente à ce séminaire. Est-ce que c'est complètement chaotique ou est-ce qu'on peut quand même faire des prédictions? On a ici un exemple donc, de données qui caractérisent la dispersion d'un élément qui est transporté dans les eaux souterraines. Donc si on a ici un front, ici il s'agit d'un front d'oxydation, donc de l'eau de pluie qui s'infiltre, on peut estimer quelle est la dispersion donc, de cette infiltration. La différence entre les chemins préférentiels, donc la distance atteinte par les chemins préférentiels et celle des chemins plus lents. Donc c'est ce qu'on appelle la dispersion. Et on peut mesurer ce paramètre à différentes échelles. Donc ça, c'est une compilation qui a été faite en 1992, qui est assez connue, et qui montre que si je mesure la dispersion à petite échelle, par exemple, je fais une expérience dans un bac à sable, j'injecte un colorant et je mesure sa dispersion. On a en général des dispersions relativement faibles, bon, ça c'est en mètres, donc c'est combien ça s'est dispersé hein, globalement. Alors qu'à grande échelle, à l'échelle des bassins versants, on va avoir des dispersions très très importantes. Donc on a des effets d'échelle ici qui rendent la prédiction vraiment très difficile, parce que ce qu'on peut faire, en général, l'approche qu'on fait, c'est qu'on étudie les choses en laboratoire, on essaye d'extrapoler au terrain. Et donc là, c'est un peu une mission impossible, parce qu'on a ces grands effets d'échelle qu'on maîtrise mal. Donc voilà, ça m'amène à la question du séminaire, c'est-à-dire est-ce que ce sont des systèmes chaotiques où il est vraiment très difficile de faire des prédictions? Et donc là, je suis parti de cet article-là qui propose une théorie chaotique en fait pour le mélange. Donc bon, c'est vraiment l'idée de représenter le mélange des fluides comme un phénomène chaotique. Et ce que ça veut dire, c'est que si on prend deux fluides différents, donc par exemple du fluide qui contient de l'oxygène et du fluide qui contient du fer, hein, comme je vous ai montré pour le cas du biofilm, et qu'on le fait traverser un réseau de pores, on peut, cet article-là suggère que l'interface entre les deux fluides va augmenter de manière exponentielle. Donc c'est vraiment là ce qui est derrière la notion de chaos, mélange chaotique. On a une augmentation qui est supposée être exponentielle des interfaces entre deux fluides qui se mélangent dans un système comme ça. Et donc l'argument qui est invoqué pour ce mélange chaotique, c'est le suivant. Donc, si on prend on suppose qu'on a
des chenaux qui s'organisent entre les grains. Donc ici, on aurait un grain et 2 chenaux qui vont autour des tubes. On conceptualise le sol comme un réseau de tubes. On peut se dire qu'ici, à l'interface entre le liquide et le solide, on a localement ce qu'on appelle un point hyperbolique qui va séparer le fluide en deux. Et ensuite, derrière, on peut avoir le point hyperbolique inverse qui va le faire se rejoindre. Et alors, si ces deux séparations et les points où ils se rejoignent sont symétriques, il ne se passe rien. On sépare les deux fluides et on les recombine de la même façon. En revanche, si on les recombine avec un certain angle, qui peut être aléatoire, parce qu'on a des milieux hétérogènes, on peut voir que si on commence par deux fluides séparés comme ça et qu'on les recombine de manière aléatoire, on peut arriver à effectivement, à chaque étape, augmenter par un certain facteur la surface qui sépare les deux fluides. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans ces simulations qui sont faites à partir de réseaux comme ça. Donc, ça suggère que dans un milieu poreux, même à l'échelle très petite, on a des phénomènes de mélange chaotique qui vont être très importants pour gérer les réactions ou contrôler les réactions qui se passent entre deux fluides. On a aussi récemment, là, il y a quelques mois, une autre publication qui a montré qu'à plus grande échelle, donc ici c'est un bac rempli de billes qui a été arrangé de manière particulière avec des anisotropies, qui peut ressembler à ce qu'on a dans des milieux sédimentaires, et où ces chercheurs-là ont montré que ces structures ici génèrent des écoulements qui sont hélicoïdaux, avec qui favorisent énormément le mélange et peuvent aussi générer des mélanges chaotiques, comme je vous ai montré dans l'exemple précédent. Donc, on a à différentes échelles des indications qu'effectivement, il faut considérer que les mélanges de fluides dans ces milieux, ils peuvent tomber dans ce type de régime chaotique. Donc, nous, on a fait des simulations pour regarder un peu l'effet des hypothèses qu'on fait sur le mélange, sur les cinétiques de réaction auxquelles on peut s'attendre. Donc, par exemple, combien de biofilms on produit, combien de roches on dissout, combien de précipités, etc. Donc, c'est des simulations qui considèrent deux fluides qui vont s'écouler dans un champ de vitesse avec des vitesses hétérogènes, des vitesses rapides, des vitesses faibles. Donc, ça crée un allongement de l'interface. Et on a regardé différentes hypothèses pour voir l'effet sur le taux de réaction. Donc, ici, on a considéré un front diffusif, donc sans hétérogénéité. On a juste la diffusion pour mélanger. Donc là, on voit que dans ce cas-là, le taux de réaction ne fait que diminuer. C'est dû au fait que la diffusion va avoir tendance à faire diminuer les gradients de concentration et donc d'avoir des flux diffusifs de plus en plus faibles et donc des taux de mélange qui vont être de plus en plus faibles, des réactions de plus en plus faibles. Si ensuite on considère un milieu stratifié, donc au contraire on a des vitesses très différentes, un milieu stratifié ça peut aussi être un modèle de milieu sédimentaire, on a ici au contraire une augmentation constante du taux de réaction en fonction du temps, qui est dû au fait qu'on crée des nouvelles interfaces en permanence et donc des nouveaux gradients chimiques qui vont favoriser le mélange. Et donc, on voit au final que si on considère différentes hypothèses de mélange, on peut avoir plusieurs ordres de grandeur de différence sur les taux de réaction. Et donc, ce qui est fait actuellement, dans les modèles qui sont utilisés par la majorité des gens, c'est des modèles de type diffusif. Je vais en parler un petit peu. Donc, le modèle d'advection-dispersion, il a cette structure-là. Et donc, on peut s'attendre à ce que, dans certains cas, il sous-estime très, très largement les réactions. Le modèle de mélange chaotique qui a été évoqué dans les deux articles que j'ai montrés, lui, sera encore pire. Puisque dans le temps, ici, on a une augmentation exponentielle de l'interface, donc une augmentation exponentielle aussi du taux de réaction. Donc, c'est juste pour montrer que savoir comment les fluides mélangent, est-ce que c'est chaotique ou non, ça a une importance qui peut être vraiment fondamentale quand on essaie de faire des prédictions.
Donc, quels sont les moyens de recherche dont on dispose? Bon, j'ai montré un exemple de données ici sur le site de Plumeur, le biofilm, et le site de Majorque. Donc, tout ça, ça constitue un réseau de sites expérimentaux. C'est le réseau national des sites d'observation en hydrogéologie qu'on coordonne ici à Rennes. Et donc, on fait sur le terrain différentes observations pour essayer de caractériser ces choses-là. Le site de Plumeur, c'est un site en milieu fracturé. Et on a différents moyens d'observation qui sont actuellement développés dans le cadre d'un Equipex, notamment de la géophysique de surface, de l'imagerie par drone, en particulier thermique, qui nous permet de voir les arrivées d'eau souterraine dans les rivières, la sismique et gravimétrie, des traceurs. Donc on injecte un traceur dans le forage et puis ensuite on mesure dans un autre forage et on essaie de voir combien il s'est mélangé, combien il a réagi. Qu'on peut essayer de monitorer avec des instruments géophysiques. Et la fibre optique, bon, j'en parlerai pas trop, c'est une méthode pour mesurer la distribution de température. Et voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on fait à l'échelle du terrain. Il y a énormément de travaux là-dessus, ici à Rennes, mais aussi dans nos collègues en Europe. Et donc, je ne vais pas beaucoup parler de cet aspect-là. Je vais en revanche parler de ce qu'on peut faire au niveau laboratoire. Donc, on développe des instruments d'imagerie qui vont permettre de regarder à petite échelle, si je regarde ce traceur-là, comment il se mélange, quelle est sa dynamique de mélange et quelles sont les réactions qui se passent, quels sont les taux de réaction. Donc, pour ça, on a mis en place en particulier avec Yves Méheux et Hervé Tabuteau de l'IPR, des différents moyens d'imagerie. Donc, dans des cellules bidimensionnelles, on est en train de développer des aspects 3D aussi, qui vont nous permettre de regarder la dynamique du mélange ici entre deux fluides qui sont, un fluide est injecté et chasse l'autre. Et ici, à l'interface, on a une interface de mélange. Et donc, vous voyez les gradients de concentration ici qui se développent. Donc, ça, c'est de la fluorécéine qu'on injecte et on mesure par fluorescence la distribution de concentration. Et donc, on étudie sur ces choses-là dans des arrangements de grains aléatoires qu'on contrôle bien. Quelle est la dynamique du mélange et des réactions? Donc ça, je vais en parler juste à la fin de ces aspects expérimentaux. Avant, je voudrais montrer des résultats théoriques qui vont nous permettre de construire une théorie sur la dynamique du mélange à partir d'observations, cette fois en simulation numérique. Donc, on a des moyens de simulation qui sont développés en collaboration avec l'INRIA, donc c'est la plateforme H2O Lab. Ici, donc, on se situe à l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle de Darcy. Donc, ce que j'ai montré dans la slide d'avant, c'est à l'échelle du port. On voit les grains, et mais ça, c'est millimétrique, hein, millimétrique à centimétrique. Si on veut regarder à plus grande échelle, à l'échelle métrique, centaines de mètres, on raisonne en termes de différence de perméabilité. Donc ici, vous avez un champ de perméabilité qui a été généré numériquement avec des zones de forte perméabilité et de faible perméabilité, donc, qui peuvent varier ici en log sur des dizaines d'ordres de grandeur. C'est ce que je montrais tout au début, hein. On a potentiellement des très grosses différences de perméabilité. Et dans ce type avec ce type de simulation, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un champ de perméabilité, on impose une différence de pression qui vient des gradients naturels de pression, de charge hydraulique. On résout la distribution des écoulements. Dans ce milieu-là, vous voyez qu'il y a des chenaux préférentiels qui se développent. Et ensuite, on fait une simulation de transport. Donc ici, on a injecté au temps zéro une ligne de traceur qui peut être de la fluorescence ou un traceur qui va réagir. Et on observe à un temps donné la distribution de concentration dans le milieu quand il est transporté. Donc ça ressemble à ça. Ici, on a une simulation avec un champ de perméabilité qui est variable. Vous avez les lignes de flux. C'est basé sur la loi de Darcy, hein, donc c'est une relation assez simple, hein, qui dit que le flux local est proportionnel au gradient de pression, simplement, à travers le paramètre qui est la perméabilité. Et on a essentiellement ici, la complexité vient du fait qu'on a un très fort désordre du milieu, donc c'est la variabilité de ce paramètre qui crée la difficulté. Donc ici, on avait une simulation avec une injection en ligne initiale. Donc, à deux temps différents, on a le champ de concentration
qui évolue sous l'influence des variations de vitesse et de la diffusion. Donc on peut caractériser ça par le nombre de Peclet, donc à 2 temps différents. Et donc, pour étudier ces choses-là, donc ici on a le champ de concentration à trois temps différents. Ce qui a été vraiment, qui a fait l'objet d'une majorité des études jusque-là, c'est la dispersion de ce type de panache, c'est-à-dire quelle est la répartition spatiale et comment ça augmente dans le temps de ce panache qui est transporté. Maintenant, quand on s'intéresse au mélange, c'est un peu différent. Ce n'est pas suffisant de savoir quelle est l'extension spatiale du panache. Ce qu'on veut, c'est avoir quelle est la probabilité d'avoir des fortes concentrations, des faibles concentrations, et comment ça évolue dans le temps. Donc ici, j'ai représenté donc, ce qu'on appelle la PDF de concentration. C'est la distribution de probabilité des concentrations à chacun de ces temps. Ça correspond aux couleurs différentes. Et donc, on voit qu'initialement, on avait des probabilités d'avoir des fortes concentrations et aussi des faibles. Et dans le temps, les fortes concentrations diminuent. Hein, c'est vraiment le mélange. La combinaison de la dispersion et la diffusion fait qu'on a une atténuation des fortes concentrations. Et on tend vers une distribution de concentration de plus en plus restreinte. Donc, comprendre le mélange, en fait, c'est être capable de quantifier la distribution de probabilité des concentrations et comment elle évolue dans le temps. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça pour ce type de milieu hétérogène. Bon, ça, je vais passer. Voilà. Donc, les observations qu'on peut faire sur le mélange sont résumées ici. On a deux solutés différents qui sont dans les liquides qu'on essaye de mélanger le mieux possible. Le mieux pour faire ça, c'est d'essayer d'augmenter au maximum l'interface entre les deux solutés pour que la diffusion soit plus efficace. C'est ce qu'on ferait tous intuitivement. Et quand on fait ça, on crée en fait des structures filamentaires qui vont être dues au gradient de vitesse qu'on impose en remuant ce système, en mélangeant ce système. Et donc, on voit que très rapidement, on a la formation de filaments qui vont très fortement augmenter la surface pour la diffusion et donc accélérer le mélange. Donc on a cet aspect déformation fluide qui est fondamental quand on s'intéresse au mélange. On déforme l'interface pour l'augmenter. Et un autre aspect qui est très important sur lequel je vais revenir à la fin, c'est l'agrégation de ces filaments qu'on a créés. Donc, la création de ces filaments ici augmente la diffusion et à un moment donné, ces filaments se retrouvent très proches l'un de l'autre et se rejoignent par diffusion simplement. Et donc, pour comprendre la fin du mélange ici, on a besoin de construire une théorie qui va prendre en compte cette agrégation. Donc, je vais, dans les prochaines slides, voir comment on peut appliquer ce type de concept au milieu poreux. Donc ici, on a un fluide sans grains, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux poreux quand on a une interface ou des variations de vitesse qui sont dues à des perméabilités différentes. Donc, bon, je vais passer assez vite là-dessus. Si on considère un de ces filaments, en fait, on peut montrer qu'on peut simplifier le problème simplement en considérant qu'on a une direction principale d'allongement de filament et une direction principale où la diffusion va avoir lieu. Donc, finalement, on peut simplifier ce problème en considérant qu'on a une diffusion unidimensionnelle dans la direction transverse au filament qu'on est en train d'allonger. Et ça peut se formuler de cette façon-là. Donc, une équation qui représente la variation de concentration dans cette direction-là, Z, avec une composante de diffusion et une composante de compression qui est due au fait que lorsqu'on allonge un filament comme ça, on le comprime dans l'autre sens. C'est des écoulements ici incompressibles. Donc, on a une direction d'allongement, une direction de compression ici. Donc, on a, pour comprendre la distribution de concentration au travers du filament, on doit prendre en compte à la fois la diffusion et la compression.
Et en fait, par un changement de variable qui est indiqué ici, donc ρ, ici, il s'agit de l'élongation du filament, hein, la longueur divisée par la longueur du filament divisée par la longueur initiale. Donc par ce changement de variable, on peut ramener cette équation à une équation de diffusion simple qu'on peut résoudre ensuite, parce qu'on sait que la solution d'une équation de diffusion, c'est une gaussienne. Et en faisant le changement de variable inverse, ici, on a la solution de cette équation, donc qui est une gaussienne, finalement assez simple. Hein, on a une gaussienne ici, dont ici le maximum de concentration de cette gaussienne dépend de 1 sur racine de tau, où tau est l'intégrale de l'élongation au carré. Voilà, bon, c'est pas nécessaire de comprendre le détail, mais le point, c'est que plus on allonge, donc plus gros et grand, plus on allonge, plus on comprime, et plus la concentration maximum diminue. Donc, ce que traduit cette équation, c'est l'accélération de la diffusion par l'allongement des filaments, simplement. Donc, ici, ça nous permet de comprendre l'effet de différents protocoles de mélange sur les concentrations. Donc, ici, si je prends le cas le plus simple, c'est un cisaillement. Je considère un cisaillement, donc un filament initial soumis à un gradient de vitesse. Son élongation est simplement, elle évolue linéairement dans le temps, hein, gradient de vitesse fois le temps. Donc si j'applique l'équation que j'ai montrée avant, l'intégrale de l'élongation carrée c'était au cube, et donc la concentration on s'attend à ce que la concentration décroisse comme t à la puissance moins 3,5. Donc voilà le résultat pour une élongation dans un cisaillement. On a une accélération de la diffusion en t puissance moins 3,5. S'il n'y avait pas eu d'allongement, on aurait eu simplement une décroissance en t puissance moins 1,5. Donc vous voyez, ça accélère le mélange, les concentrations décroissent plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe quand on considère un protocole de déformation exponentielle? Donc ça, c'est le mélange chaotique. À chaque pas de temps, on accroît la longueur par un facteur constant. C'est ce qui est représenté ici. Donc l'élongation évolue exponentiellement. Et ici, si j'applique la même équation, je montre que la concentration décroît cette fois-ci exponentiellement. Donc là, on voit que la façon dont les interfaces, ou la dynamique de la déformation fluide, elle a eu un impact de premier ordre sur le mélange des solutés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un milieu poreux hétérogène? Quand on a regardé ce problème il y a à peu près 5 ans, on s'est aperçu qu'on savait très peu de choses sur la déformation fluide dans les milieux poreux. Vraiment très peu de choses. Est-ce que c'est de type cisaillement ou est-ce que c'est exponentiel? C'était pas clair du tout. Donc, on a regardé ça sur ces simulations numériques, simplement en considérant une ligne ici de traceur injecté, qu'on va faire se déformer de manière purement advective. Donc ici, on a le champ de vitesse. Vous voyez qu'il y a des zones de faible vitesse et des zones de forte vitesse. Donc ça crée un allongement qui est assez complexe. Et si on regarde la moyenne de l'allongement en fonction du temps, pour différentes hétérogénéités, des hétérogénéités relativement faibles et des fortes hétérogénéités, on voit qu'en fait, on n'est ni linéaire comme pour le cas de cisaillement, ni exponentiel pour le cas chaotique, mais on a toute une gamme de comportements intermédiaires qui se caractérisent par des lois de puissance. Donc on a des allongements en loi de puissance qui sont observés. Donc plus on considère des milieux hétérogènes, plus ça étire fort, globalement. Et donc plus ça va mélanger. En fait, c'est des comportements qu'on a compris que récemment, il y a quelques mois, en résolvant l'allongement d'un filament. Si on considère un filament ici le long d'une ligne de courant, on peut montrer en projetant sur les lignes de courant la déformation que ça dépend localement de la déformation d'un filament dépend du cisaillement local divisé par la vitesse au cube. Et cette dépendance non linéaire de la vitesse locale implique que ce processus-là, donc l'intégrale de 1 sur la vitesse au cube, ça représente, si on développe ça, un processus de type marcheur de Lévy, Lévy-Walk, du fait qu'ici, on a des distributions de vitesse qui sont très, très larges, de type loi de puissance. Et donc, une somme, vous connaissez peut-être le théorème central limite. Hein, quand on considère une somme, donc l'intégrale ici, c'est une somme
de variables aléatoires. Si elles ont une faible variance, on va trouver un phénomène de type gaussien. Mais ici, ces vitesses ont des distributions très larges de type loi de puissance. Et donc, la somme ici ne converge pas vers un phénomène gaussien. Ce qui explique les lois de puissance qu'on observe sur l'élongation moyenne. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les élongations. Et quand on regarde la distribution des élongations à différents temps, donc ici j'ai pris la ligne et je regarde à différents temps, on a des zones qui sont très déformées, des zones qui sont faiblement déformées. On a des distributions d'élongation qui sont de type log normal, avec des filaments qui ont été étirés 1000 fois et d'autres qui sont compressés un facteur 10. Donc on peut construire à partir de ce que je vous ai montré juste avant une théorie qui quantifie ça, qui prédit la distribution des élongations. Et sachant qu'on est capable de relier localement pour chaque filament la déformation à la concentration, on peut, à partir de la distribution des déformations, prédire la distribution des concentrations et comment elle évolue dans le temps. Donc voilà un peu le principe de base pour prédire ces choses-là. On a des distributions qui sont de type loi de puissance, donc qui ne sont pas des mélanges chaotiques pour ces milieux-là, et qui sont d'ailleurs très analogues à ce qu'on peut observer dans les écoulements turbulents. Ici, c'est une expérience qui a été faite à Marseille, d'un écoulement dans un jet turbulent. Et les distributions de concentration qu'on peut mesurer ici à différentes distances ressemblent très fortement à celles qu'on mesure dans un milieu poreux. Et en fait, on a montré qu'avec la même théorie, on est capable de prédire la distribution de concentration dans un jet turbulent ou dans des milieux poreux. Finalement, ce sont des écoulements qui paraissent très différents, mais qui, en termes de mélange, se ressemblent beaucoup. Voilà, donc je vais passer sur les théories d'agrégation, parce que je crois que j'ai plus le temps. Donc, il s'agit de comprendre ce qui se passe quand les filaments se rejoignent. Donc ici, on a un champ de concentration et des filaments qui vont, par agrégation, construire le champ de concentration. Et on peut prédire les distributions de concentration dans ces régimes-là en considérant des théories d'agrégation aléatoire, voilà, dont je pourrais parler pour ceux que ça intéresse ensuite. Et là encore, on a une très forte analogie avec les milieux turbulents. Ici, vous avez le même jet, mais cette fois-ci confiné entre deux plaques. Et les distributions de concentration qu'on mesure ici sont analogues à celles qu'on mesure en milieu poreux et peuvent se prédire par des théories d'agrégation aléatoire. Et là, vous voyez, si on fait un zoom, qu'effectivement, on a créé des filaments et que dans le temps, ces filaments vont se rejoindre et s'agréger. Donc voilà, pour conclure sur comment prédire le mélange dans ces milieux-là, on peut vraiment faire des théories prédictives qui considèrent la déformation fluide, donc comment la déformation fluide a lieu dans un milieu hétérogène, et les théories d'agrégation. Je vais passer ça. Alors là, sur la question, donc, juste pour terminer, je vais revenir à l'échelle du pore. Tout ce que je vous ai montré là sur les théories, c'était dans un champ de vitesse hétérogène à l'échelle de Darcy. Et finalement, si on regarde les expériences qu'on a faites ici à l'échelle du pore, on a des phénomènes très similaires. On peut appliquer les mêmes théories. Donc vous avez ici une injection d'un traceur fluorescent qui est déformé donc, par les distributions de vitesse. Vous avez une très forte déformation fluide qui va créer, si on regarde les gradients ici, des filaments très bien marqués, avec une taille caractéristique beaucoup plus grande que celle des grains eux-mêmes. Donc on peut appliquer les mêmes théories. Et ici, on a fait pour confirmer ça, on a fait une expérience de type de réactive basée sur la chimiluminescence, dans lequel on a injecté deux fluides dont le mélange crée des photons. Donc c'est des réactions de chimiluminescence. Et ici, on était capable de mesurer par cette expérience la distribution de réactions dans le front de mélange, hein, d'un fluide qui déplace l'autre, et d'imager les réactions qui, effectivement, se localisent dans des structures filamentaires qui sont tout à fait analogues à ce que j'ai développé dans les slides précédentes.
Et donc, à partir des théories de mélange de type lamellaire, on est capable de prédire l'intensité lumineuse en fonction du temps, qui représente le taux de réaction global en fonction du temps. Voilà. On s'intéresse également à ce qui se passe dans le cas où on a de l'air et de l'eau. Hein, donc ça, c'est dans le sol, dans un milieu qui s'appelle non saturé. On a à la fois des bulles d'air et de l'eau. Et on voit que quand on fait la même expérience avec de l'air, on a des structures de mélange qui sont beaucoup plus marquées, avec une déformation beaucoup plus grande. Donc là, c'est des recherches qui sont encore en cours pour essayer de comprendre ça, la relation entre la saturation en eau et le mélange des fluides, et ensuite la réaction. Donc voilà, pour terminer cet exposé donc, sur la question le mélange des fluides est-il chaotique, ce que j'ai montré sur les simulations numériques, c'est que la réponse est non. On a plutôt des déformations en loi de puissance, donc qui sont supérieures à des déformations linéaires qu'on pourrait avoir dans un cisaillement, mais inférieures à ce qu'on a dans un mélange chaotique. Cela dit, tout ce que j'ai montré, c'était bidimensionnel. Et en fait, dès qu'on regarde des structures en 3 dimensions, on a effectivement des déformations qui peuvent entrer dans un régime chaotique. Donc, c'est des choses qu'on regarde dans le cadre de la thèse de Régis Turuban, par simulation numérique ou par expérimentale. Et donc là, je montre des résultats préliminaires qu'il vient d'obtenir le mois dernier, où on a considéré un arrangement de grains ici de type cubique centré, très simple, avec une direction d'écoulement qu'on a fait varier entre une direction qui peut être où tous les écoulements sont symétriques et où on va s'attendre à ce que les lignes de séparation d'écoulement se rejoignent derrière les grains, donc pas de chaos, et aussi des lignes, des directions d'écoulement qui brisent cette symétrie et créent des conditions favorables pour le chaos. Donc ici, vous avez ce qui s'appelle le skin friction, c'est le cisaillement et les lignes de courant le long d'un grain qui est développé et qui permet de voir en fait comment les lignes de courant arrivent sur les grains, se séparent et se rejoignent. Et donc ici, vous avez ce qu'on appelle une section de point carré. Donc c'est une section qui se trouve ici entre les grains. Vous avez les grains ici, et qui montre le point de passage de particules qui s'écoulent ici, qui périodiquement repassent toujours au même endroit. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, ici, pour cette direction-là, 45 degrés des lignes de symétrie, on a des lignes de courant qui vont se décaler à chaque fois qu'elles passent à travers cette cellule un tout petit peu pour créer ces cercles-là. Mais globalement, elles restent toujours sur un cercle, et ça indique qu'il n'y a pas vraiment de mélange chaotique dans ce cas-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on change un peu les directions d'écoulement? On voit que les points de séparation et les points où se rejoignent et se séparent les lignes de courant sur les grains sont changés. Et on a l'apparition de zones chaotiques ici, où on n'a plus du tout de structure et où les particules peuvent passer à n'importe quel endroit périodiquement. Donc, ceci nous indique qu'effectivement, dans ce cas-là, pour un milieu vraiment très simple comme ça, on peut avoir du mélange chaotique. Donc, mon Régis est en train d'étudier plus en détail ces structures-là, et notamment essayer de quantifier l'impact que ça peut avoir en termes de déformation et de mélange. Voilà un autre cas pour une autre ligne. Vous voyez qu'on a des structures assez intéressantes qui se développent. Et donc, pour conclure, on a mis en place aussi un dispositif expérimental qui est analogue à ce qu'on fait en 2 dimensions dans la cellule le chaud. Mais là, on considère un assemblage de grains qu'on va rendre transparent en ajustant l'index optique du liquide à celui des billes, et qui nous permet d'imager la distribution de concentration, cette fois-ci en 3 dimensions, pour essayer de valider ces hypothèses théoriques sur les mélanges chaotiques qui restent pour l'instant du domaine théorique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On est au temps des questions. S'il y a des questions, je vais vous apporter le micro. Pour lancer la discussion, je peux peut-être en poser une première. Donc, dans la première partie
partie de l'exposé, tu disais qu'il pouvait y avoir des réactions chimiques au sein des milieux dans lesquels ont lieu ces écoulements. Là, les écoulements, dans la modélisation de ces écoulements, on ne tient pas compte du fait que s'il y a une réaction chimique, ça peut changer les choses. Il faut le coupler après, c'est ça? Et quel effet ça peut avoir? Est-ce que c'est minime, le fait qu'il y ait après des réactions chimiques qui se passent, ou est-ce que ça peut vraiment influencer la modélisation de l'écoulement? Donc la question, c'est l'impact d'une réaction sur les écoulements, c'est ça? Ouais. Non, effectivement, c'est important. C'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte pour l'instant, mais qui est très important. Hein. Quand on a un précipité qui se forme, ça tend à baisser la perméabilité, et donc ça change les chemins d'écoulement. C'est la même chose pour le biofilm. Donc c'est quelque chose qu'on va aborder dans le cadre du projet ERC. Voilà, mais qui, du point de vue de la modélisation, est assez délicat parce que c'est un couplage complexe et non linéaire. Voilà. Mais c'est effectivement important. Hein. Donc, ce que j'ai montré, les structures de précipitation tout au début, c'est vraiment lié à ces couplages. Oui, ça c'est donc les. Alors ça, ici, c'est un logiciel commercial en 3D là. AM6, c'est ça, non, Yves? CFX. Hein. C'est fait par Régis. Donc tout ce qui est particle tracking, étude de déformation, Régis les fait avec Mathematica ou MATLAB. Mais les écoulements eux-mêmes ont été calculés avec CFX. La raison en étant qu'il faut être extrêmement précis sur les mains au voisinage des contacts avec les grains solides. Et c'est des simulations assez lourdes d'un point de vue technique. Et d'un point de vue volume de données aussi. Ça, c'est les simulations à l'échelle du port, à l'échelle des champs de perméabilité. Donc, c'est une plateforme de simulation, comme je disais, qui est développée avec l'INRIA. Et donc, c'est des codes qui sont développés ici. Voilà. C'est une plateforme collaborative où il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Vous avez montré aussi la présence d'air dans le système poreux. Est-ce que vous attendez à ce que les interfaces jouent un rôle sur, ça joue un rôle sur les écoulements, je suppose, mais aussi sur les vitesses de réaction ou modifier les réactions, et ça pourrait jouer un rôle sur du coup la dissolution, la répartition des liquides. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ici, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais voilà, donc ici, ce sont des expériences qu'on a fait en laboratoire avec simplement de l'air et du liquide. Mais ça, c'est des questions qui se posent aussi pour différents types d'écoulements multiphasiques. Ça peut être eau et pétrole, par exemple, ou eau et gaz. Et là en fait, on voit que la présence d'air, ça crée des structures de circulation qui sont totalement différentes. Et notamment, si le liquide rouge et le liquide bleu se mélangent et réagissent, on a ici une interface qui est beaucoup plus importante que dans ce cas-là. Et quand on quantifie, par exemple, le taux de réaction global, donc par exemple combien ça précipite ou combien ça dissout, on a, dans le cas du milieu non saturé, donc avec de l'air, une augmentation qui est linéaire, alors que pour le cas saturé, ici, on a une première augmentation linéaire et ensuite, ça diminue de manière diffusive, donc 1 sur racine du temps. Et au final, on a un ordre de grandeur de différence sur le taux de réaction. Donc, pour ce type de réaction, ouais, ça a une influence très, très importante. Donc
en particulier significatif, parce que tout ce qui se passe dans les sols, en général, c'est un milieu non saturé. On a à la fois de l'air et de l'eau. Donc, quand il pleut, on a vraiment ce type de structure qui se développe. Et la réaction qu'on peut avoir entre l'eau de pluie infiltrée et l'eau résidente, elle est complètement contrôlée par ce type de phénomène. Donc, ça reste encore une question ouverte. Okay, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de remercier de nouveau Tanguy. Alors, on vous remercie. On se retrouve le 9 février pour la conférence d'Étienne Klein sur la vie d'Ettore Majorana. Donc mardi 9 février, si mes souvenirs sont bons. Voilà, merci. Pour ceux qui ont un peu de temps, si vous souhaitez, il nous reste quelques places pour déjeuner avec Tanguy. Donc si vous êtes cordialement invité par l'IPL.